Bonjour, on m'a présenté, j'enseigne à la faculté des sciences du sport de Poitiers. Je viens vous présenter donc un outil de formation que nous avons conçu donc, dans le cadre d'une thèse. Donc cette thèse, le sujet de cette thèse était donc l'utilité des feedbacks vidéo pour l'apprentissage de la prise de décision en rugby. Donc je suis un spécialiste rugby. Enseignant de PS. Juste un petit mot par rapport au CERCA, qui est le laboratoire dans lequel j'ai fait ma thèse, qui est donc un laboratoire de psychologie avec un fort parti pris sur la psychologie cognitive. Je vous laisse donc découvrir le plan que je vais suivre ici. Donc tout d'abord, juste deux mots pour vous dire qu'est-ce que c'est, comment on en est venu là. Quelques précisions techniques sur comment ça marche, des justifications scientifiques, et donc je poursuivrai donc par une étude de cas, comment on peut utiliser cette application. Donc le projet c'est quoi ? Une plateforme logicielle accessible via Internet qui optimise l'efficacité d'un feedback vidéo à distance. Donc, première question, pourquoi la vidéo en sport ? Bon, nous sommes tous donc, nous avons tous été confrontés au même problème. Donc, un match, une partie de tennis, c'est des événements, c'est très dense, donc des événements simultanés se produisent. On ne peut pas tout capter en direct, donc la vidéo est intéressante pour garder les traces des événements passés. Pourquoi une plateforme en full web ? Donc je précise que full web, ça veut dire que l'application, vous n'avez pas à la télécharger sur votre ordinateur, elle est disponible sur Internet. Eh bien, on classe cet outil donc parmi les outils, ce qu'on appelle les outils hybrides de formation à distance. Et ça permet donc d'optimiser un temps de pratique. Ça permet surtout donc de prolonger la séance de pratique par un débat à distance à propos des images. Alors comment ça se passe ? Donc les apprenants sont filmés. Ensuite, donc, le formateur monte ces images, les met en ligne. Cette plateforme, elle est configurée pour deux serveurs, donc le nôtre, celui de l'Université de Poitiers, et YouTube, que tout le monde connaît. Le point original de cette application, c'est que lorsque le formateur invite ses élèves à venir expertiser leurs images, eh bien, il faut qu'il le fasse au travers d'une grille d'observation que le formateur conçoit. Alors là, donc, je vous montre à quoi ressemble l'interface que découvre l'élève. Donc, il se logue, et puis là, donc, il découvre ce tableau. Donc déjà le contexte, eh bien, cette application, elle est partitionnée en différents contextes de formation. Actuellement, il en existe 10. C'est pas exhaustif. Donc là j'ai pris donc le contexte rugby fac. Donc le titre de la vidéo, la grille d'observation. Donc là, en fait, on est sur une thématique qui est relative donc aux surnombres latéraux. Donc j'attire l'attention de mes étudiants sur ce surnombre latéral. Modalité d'observation, on est sur l'auto-observation. Donc il existe 4 modalités différentes. Si vous avez des questions par rapport à ces modalités, on y reviendra donc dans un deuxième temps. Bon, le formateur, la deadline, bien sûr, pour que les étudiants puissent organiser leur travail. Et là, donc, à partir de là, l'étudiant donc, appuie sur la flèche et il arrive donc sur l'interface proprement dite. Donc ici, à droite, la scène donc, vidéo qui retrace donc, sa prestation physique. Et là, à gauche, la grille d'observation. Donc là, on a pris une grille avec deux questions. La première question, lorsque tu es porteur de balle en situation de surnombre latéral, quel choix fais-tu ? Je passe, je perce ou je botte. Et puis deuxième question, comment juges-tu ton choix ? Donc l'étudiant, alors à chaque fois que l'étudiant va se retrouver donc, dans une situation de surnombre latéral, comme c'est le cas là, pour la numéro 7, elle va taguer l'image. C'est-à-dire qu'elle va mettre un index sur l'image et elle va répondre aux questions. Alors comment ça marche ? Donc,
l'application est dotée donc d'un moteur d'indexation qui permet de repérer les timecodes. Les fichiers d'index remontent au formateur qui dispose donc d'outils de synthèse et de correction pour les observations. On va le voir un petit peu plus tard comment ça se passe. Alors, donc maintenant, un petit peu donc que dit la science par rapport à ces outils? Donc, il faut bien comprendre que Self-Analysis Vidéo n'est pas le seul logiciel qui se propose donc de vous rendre ces services. J'ai pas fait donc une liste exhaustive de tous les produits concurrents, mais j'en ai sélectionné donc 2 grandes catégories. Et je vais donc essayer de vous faire comprendre en quoi est-ce que ces produits sont similaires aux nôtres et en quoi notre produit diffère des autres. Donc la recherche, elle dit tout d'abord que l'image vidéo est tellement riche qu'il convient de focaliser l'attention du spectateur sur des points particuliers. Ça, donc Rothstein et Arnold l'avaient déjà montré dès 1976 et nous l'avons confirmé dans un article qui est paru dans la revue STAPS en 2016. Donc là, on voit que Silicon Coach, qui est une plateforme de partage d'images entre une communauté sportive, le fait un peu. Bon, par contre, ça c'est bien sûr Dart, Fish, Sportec, Longomatch, ils se sont engouffrés dans ce besoin. La recherche dit également que l'auto-évaluation permet de rendre l'élève acteur de son apprentissage. Je ne vais pas vous refaire Piaget et compagnie, d'accord? Ça, c'est les conclusions des méthodes actives. Alors, Silicon Coach le fait un peu, puisque là, il s'agit de co-observation. Ce n'est pas tout à fait de l'auto-observation, mais c'est déjà la co-observation. Par contre, là, tous ces produits-là ne le font pas. Ces produits-là sont très descendants, c'est-à-dire qu'il y a un coach qui demande à son vidéaste de taguer les images, et donc c'est le vidéaste qui fait le boulot. Et le joueur, ou l'étudiant, ou l'élève, eh bien, il reçoit le produit, mais il ne l'élabore pas. Chez nous, Self-Analysis Vidéo, c'est les joueurs, les étudiants, les élèves eux-mêmes qui font ce travail d'indexation. La recherche dit également que susciter un questionnement à propos des images vidéo améliore les connaissances tactiques. Donc ça a été prouvé en tennis par une équipe de chercheurs espagnols et nous l'avons corroboré également. Donc intéressant sur des sports duels, sur des sports collectifs, d'utiliser cette application pour améliorer les connaissances tactiques. Enfin, donc, une grille d'observation oblige le formateur à préciser son cadre de référence. Là, je fais référence donc aux travaux de Mouchet et Boutier qui se sont rendus compte donc, par des entretiens d'autoconfrontation avec des rugbyman professionnels qu'à partir du moment où dans une équipe on réunit des gens donc, de différents horizons, on se rend compte qu'ils ont des cadres de référence tout à fait différents. René Deleplace appelle ça le référentiel commun, d'accord? Eh bien pour qu'une équipe puisse jouer ensemble, il faut qu'ils partagent un minimum de choses. Et cette application, on va voir que par le truchement donc, de la grille d'observation, permet plus rapidement d'acquérir un référentiel commun d'observation. Alors, là, donc, je suis la démonstration de tout à l'heure. L'élève a tagué ses images. On était donc sur une grille qui alertait les étudiants sur le surnombre latéral. Et puis là, donc, voilà, une fois que les étudiants ont fait leur travail, ils me remontent ce tableau. Donc déjà, première chose, ce tableau, je peux l'exporter sur Excel. Pour ensuite mouliner, pour mettre ici des formules, de manière à synthétiser les données. On va faire un focal sur Samuel. Donc là, ici, je retrouve ma première question. Je passe le ballon, je porte le ballon ou je botte le ballon. Et là, la deuxième question, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est pas pertinent ou est-ce que je suis indécis? D'accord? Donc là, ici, les timecodes que l'étudiant a posés. Là, ma correction en rouge. Ouais. Donc on se rend compte, par exemple, que bon, lui, il a tagué à 48, moi à 50, il y a une erreur de 2 secondes, c'est insignifiant, donc on est bien d'accord qu'aux alentours de 49 secondes, il a bien passé la balle et lui et moi jugeons que c'est pertinent.
Pareil, donc vous voyez, donc, systématique, là donc, on est d'accord, là on est d'accord, là on n'est pas d'accord. Là on n'est pas d'accord parce que moi j'estime que ce n'est pas pertinent, lui il est indécis. Idem ici. Autre erreur, ici à 10 secondes, il ne se voit pas passer le ballon. Ici, à 4 minutes et 0,4 secondes, il dit avoir passé le ballon, alors qu'en fait, il était tout simplement dans un regroupement et il a fait simplement qu'une action de transition. On ne peut pas considérer ça comme une passe. D'accord ? Donc voilà, ce module donc de correction me permet de corriger l'observation de l'étudiant, du joueur, de l'élève. Vous allez me dire, là, le gars, il ne va pas dormir beaucoup, hein, parce qu'effectivement, ce travail, il est quand même assez chronophage. Alors, je ne vais pas vous faire je vais pas vous la faire à l'envers. Simplement, comment j'utilise ça ? Déjà, il y a un module de co-observation. Donc déjà, je demande à un autre partenaire de co-observer le premier. Si les deux observations sont à peu près équivalentes, moi, je ne vais pas contrôler. Si par contre, il y a de forts décalages, à ce moment-là, je rentre et j'utilise ce module de correction pour renseigner l'élève sur les erreurs qu'il a commises. Mais la chose qui me paraît essentielle, hein, et sur laquelle donc, moi, je pense que l'application génère beaucoup de progrès, c'est que je me rends compte qu'en provoquant un questionnement à propos des images vidéo, cette application facilite réellement la prise de conscience du problème. Et ça a des effets positifs sur la pratique, hein, sur la pratique des étudiants, mais ça a également des effets positifs sur leur capacité à intervenir, puisqu'ils ont formalisé les problèmes et j'ose espérer qu'ils seront capables, donc, lorsqu'ils seront en situation d'intervention, de mieux les appréhender. Donc là, on est en train justement donc, de tester cette hypothèse-là sur une recherche expérimentale. Dernière chose, cette application donc n'a pas, on l'a initiée dans le monde du sport, mais on a actuellement donc pas mal de partenariats avec des gens qui vont l'utiliser dans d'autres domaines que le sport, donc notamment par exemple pour aider à l'intervention pédagogique à l'ESP. Actuellement donc j'ai un chef de chœur qui l'utilise pour travailler la gestuelle du chef d'orchestre. Le dernier, la dernière collaboration, c'est sur les entretiens d'embauche. J'ai donc un partenariat avec donc une collègue de Marseille qui, avec des étudiants donc d'IUT, travaille sur les entretiens d'embauche pour se préparer à l'entretien d'embauche. On filme et puis donc ensuite la personne expertise sa prestation avec cet outil-là. Je vous remercie de votre attention. Donc merci François pour cette présentation très claire et merci aussi d'avoir parfaitement tenu le temps. Donc on a un laps de temps d'une quinzaine de minutes pour prendre des questions et demander des précisions, des éclaircissements sur ce qui vient d'être présenté. Vous avez la parole. Bonjour. Vous nous avez montré là que votre outil il résolvait pas mal de problématiques que des outils comme Dartfish, etc. Ne résolvaient pas. Est-ce que vous voyez des limites par contre à votre application ? Alors attention, je prends Dartfish. Dartfish, la présentation donc, du logiciel lui-même, donc, c'est un outil idéal pour indexer, par exemple, sur une seule lecture, plusieurs types d'actions. Ce que ne fait pas, par exemple, cet outil-là. Lorsque il n'y a qu'une seule grille d'observation qui peut fonctionner en même temps.
Voilà, ça c'est une première limite. Hein. Donc si par exemple je veux attirer l'attention donc des étudiants ou des joueurs sur deux problèmes sur la même prestation, il va falloir qu'ils regardent deux fois la vidéo. D'accord, parce que moi j'avais une question, en fait, parce que visiblement c'est une caméra à la troisième personne là qui filme l'ensemble de la scène, c'est ça? Enfin, c'est une caméra à l'extérieur de la scène qui la filme. Oui. Et en gros, moi ce que je me demandais c'est est-ce que... parce qu'en fait les joueurs, eux, ils vivent leur action à la première personne et leurs choix, ils les font, leur prise d'information puis de décision, ils la font à la première personne. Et du coup, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir une vue comme ça à la troisième personne, ça a un effet réel sur les prises de décision futures? Enfin, alors, donc justement, par rapport à la prise de décision, donc il y a des travaux, donc les travaux de Simonet déjà avaient donc commencé à pointer ce problème. Les travaux de Vickers également donc en parlaient. Ils se sont rendus compte que la prise de recul, donc prise de recul, ça veut dire au moins une demi-journée, hein, une demi-journée après la prestation pour expertiser une vidéo, a des effets positifs sur la prise de décision. Ce qui n'est pas forcément le cas sur des habiletés fermées, où là l'utilisation du feedback vidéo immédiat paraît plus judicieuse. Hein. Et peut-être juste pour aller dans le même sens, parce que j'avais une question un peu analogue. Là, il s'agit en fait d'amener la personne à évaluer rétrospectivement une action qu'il a réalisée. Il ne s'agit pas de se remettre en situation pour exprimer ce qui était son point de vue sur cette décision à ce moment-là. Non. C'est bien une analyse rétrospective et un jugement évaluatif où on demande est-ce que c'était pertinent ou est-ce que voilà, sur une grille volontairement fermée, quoi. Hein. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Gilles. Bonjour. Présentez-vous un peu si vous connaissez peut-être, mais peut-être. Gilles Camaret, je suis enseignant-chercheur à Brest. Et on travaille sur des problématiques un peu similaires avec des étudiants également. Et la question que je me pose, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a une relation entre les apprentissages qui sont évoqués et finalement le type de situation que vous cherchez à évaluer? Vous parlez de métiers différents, hein, formés à l'enseignement, formés autre exemple, je ne sais plus quel domaine. Chef de chœur. Chef de chœur, oui. donc de la pratique sportive. Est-ce que les types de situations impactent l'efficacité ou les effets de ce processus de formation? Alors, moi, j'ai fait ma thèse sur les prises de décision. Donc, on a été amené au cours de la thèse à élaborer cette plateforme, mais on n'en a pas encore vérifié réellement les effets. Hein. Mais initialement, cet outil a été conçu pour les prises de décision. Il se trouve que, avec différents partenariats, d'autres utilisateurs, donc, dans le monde du rugby par exemple, sur le stade Rochelet, ils ont commencé à l'utiliser sur des habiletés fermées, par exemple pour faire prendre conscience au lifteur, la position de ses cuisses au moment où il lifte. Bon, ça c'est donc, mais ça ce sont donc des utilisations incidentes qu'on n'a pas encore pu vérifier, quoi. Là, je suis pas en mesure donc de vous dire. Je pressens qu'il y aura un effet positif dans la mesure où, l'élève étant acteur de son apprentissage, donc de sa propre observation, il y a plus de chances pour qu'il prenne réellement conscience du problème. Au-delà de ça, je peux pas me prononcer. Et sur la prise de décision, justement, prendre une décision de façon confortable, assis sur une chaise face à une vidéo, c'est pas de bonne nature de prendre une décision sous pression, avec un ballon, des partenaires à proximité ou éloignés, un adversaire qui pousse, qui accroche. On est bien. Voilà. Alors. La différence entre ces deux conditions pour restituer ce que. On est bien d'accord. Donc, bon, déjà, donc le feedback vidéo va aider le joueur, l'étudiant, à se faire une représentation donc, de la solution qu'il fallait qu'il utilise. Déjà, est-ce que cette représentation, dans un contexte de pression temporelle, sera suffisante pour réellement déboucher sur une bonne décision?
Là, je veux dire, c'est tout le dilemme. Hein. Donc, dans un contexte de formation où il faut aider les apprenants à se façonner donc, des représentations les plus exactes possibles de la solution qu'il fallait utiliser, moi, ça me paraît intéressant. Hein. Mais bien sûr, on est d'accord que dès qu'il y a pression temporelle, la psychologie cognitive montre ses limites. Hein. Et ça, j'admets complètement, et je l'ai précisé en début d'exposé. Donc il y a un paradigme fort derrière cet outil-là. Hein. Excusez-moi, j'ai une deuxième question. Est-ce que vous utilisez cet outil pour former les élèves, par contre, à devenir entraîneurs? Parce que je trouve qu'en fait, là, c'est typiquement la vue qu'offre la vidéo, c'est typiquement la vue que va avoir un coach en fait sur le bord du terrain. Et ce travail d'analyse à la troisième personne, je trouve que c'est un travail d'analyse du coach, mais je me demande si ça reflète vraiment celui du joueur en fait. J'ai l'impression que ça revient un petit peu. Oui, disons moi j'ai répondu un peu au problème, mais je pense, donc dans mon contexte professionnel, donc puisque je suis formateur initial, je trouve que là, les étudiants STAPS, arrivent à le fait d'avoir une représentation exacte de ce qu'il fallait faire à tel moment. Moi, ça me paraît éminemment intéressant et voire même indispensable pour enseigner. Hein, et je dirais que là, les effets sur de futurs formateurs sont vraiment sont certains, quoi. Hein. On peut être nuancé par rapport aux effets sur la pratique, par rapport aux effets sur le futur formateur. Là, je pense moi, je suis catégorique. Oui, c'est forcément meilleur. D'accord. Ok. Oui. Donc la plus-value sur les habilités fermées, notamment les gestes automatisés, tout ça, elle n'a pas été encore clairement identifiée. Non, elle n'a pas encore été clairement identifiée. Alors attention, je n'ai pas forcément eu le temps de le dire, hein, mais disons que moi, si j'ai été amené à concevoir ce produit-là, c'est donc j'étais prof de PS, mais également donc entraîneur de club. Filmer les joueurs, filmer les étudiants, certes, c'est intéressant, mais après, donc, ces images, il faut les exploiter. Alors, est-ce qu'on va... combien de temps on va utiliser sur notre temps de pratique pour regarder les images? Voilà, ça m'a toujours questionné, ça m'a toujours posé problème. Donc l'idée, et je le répète, cet outil-là, c'est vraiment pour optimiser le temps de pratique, pour faire en sorte que, pour différer l'analyse, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur le terrain, on vit des expériences motrices. On en vit le plus possible. Et après, de manière rétrospective, à distance, confortablement installé chez soi face à son ordinateur, on peut repasser la scène autant de fois qu'on veut, de manière à réellement donc, avoir une analyse fine de ce qui s'est passé. Et ensuite, bien sûr, lorsqu'on retrouve le prof, l'entraîneur, eh bien, il y a peut-être donc des questions à se poser. Ça peut initier un débat. Et là, ça me paraît intéressant. Hein. Je précise bien que on est dans le cadre des dispositifs hybrides, hein, qui supposent une alternance entre les phases de présentiel et des phases d'enseignement à distance. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a encore un peu de temps. Bonjour. Est-ce que ce débat, il existe réellement après une fois qu'il y a eu l'analyse vidéo des étudiants? Est-ce que les étudiants ils reviennent vraiment sur leur... Oui. Je sais pas qui tu es, mais j'imagine que t'es passé par L1, L2. Tu te souviens que vous ne posiez pas beaucoup de questions. Oui, d'accord? Eh bien, là, une fois qu'on a utilisé cet outil pour s'auto-évaluer ou pour co-observer, ça, je peux te dire que des discussions, il y en a, quoi. Ça... Oui, une autre question. Du coup, je comprends bien l'intérêt. Présentez-vous d'abord. Je m'appelle Antoine, je suis étudiant en master de l'EOPS à Nantes. Je comprends bien l'intérêt au niveau de l'apprentissage d'élèves et d'initiation au sport. Et vous parlez de ce système-là introduit au sport, au haut niveau par exemple. Ouais. Quelle différence il peut y avoir avec un retour vidéo basique avec le joueur qui peut être fait par exemple qui sera fait avec le coach post-match ou qui va être fait
c'est pareil, on est sur un temps différé par rapport à la prestation du match. On a un retour direct sur l'image et on va avoir un échange avec le coach qui fait exactement ce qui va être traité par exemple dans votre logiciel. Et où est-ce que vous placez la différence avec ce que vous nous présentez? La cible de ce produit, c'est pas les équipes professionnelles, c'est les centres de formation, c'est les pôles. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, moi je connais bien l'athlétique Sport Rochelet. Effectivement, eux, au niveau du groupe professionnel, ils ont un vidéaste à plein temps et qui a parfaitement le temps de dialoguer avec les joueurs. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis, donc, ils sont professionnels, ils ont que ça à faire. En centre de formation, en pôle, le temps est beaucoup plus contraint. Et là, donc, ce débat à distance, il reprend toute sa valeur. Je réponds à ta question ? On demande un travail supplémentaire. On peut parler d'une restriction de temps, on va demander un travail supplémentaire aux jeunes du pôle. Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'on leur demande une étude supplémentaire? Oui. Intégrer des cours pour leur faire comprendre et revenir sur leur prise de décision et sur oui, non, mais tu admets que ce travail supplémentaire, il va pouvoir le placer dans sa journée à l'heure qu'il veut. Je veux dire, il a simplement besoin d'une connexion et là, il va trouver un quart d'heure pour faire ce travail. Il a besoin de personne, si tu veux. Hein? Mais attention, hein, je pense que l'échange de vive voix avec son coach entre le joueur et son entraîneur, il restera toujours bien meilleur. Ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a des contextes où ce temps n'existe pas, où il est très ténu, quoi. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On attend encore pour une dernière question. Je suis étudiant en Masterclass. Je voulais vous demander, est-ce que dans votre application, il y a quelque chose qui permettrait par exemple, de comparer les performances des sportifs, sachant que ça dépend de votre formation, à des performances effectuées par d'autres sportifs de haut niveau, par exemple, comparer leurs gestes à ce qu'on pourrait qualifier de geste parfait dans une situation donnée par d'autres sportifs, qui n'est pas simplement un retour sur leur propre performance, mais qui puisse comparer, par exemple, je sais pas, par exemple, du tennis, par exemple, un revers, on va regarder Federer, par exemple. Voilà. Je souris un petit peu parce que au CRK, donc le laboratoire où je travaille, on est en train de mettre en place une autre équipe qui développe un logiciel qui s'appelle Plavimop. Plavimop, et ça va répondre à ta question. Non, le self-analyse vidéo n'est pas, je veux dire, c'est pas son cœur de, voilà, il sait pas faire ça. Hein, mais par contre, Plavimop, oui. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est plus pertinent de comparer son geste sportif à celui d'un numéro 1 mondial, ou plutôt juste d'analyser son geste sportif et essayer de le corriger? C'est-à-dire ce que vous proposez, ce que propose d'autres personnes. En termes d'amélioration de la performance, est-ce que c'est plus pertinent de changer? Alors, moi je pense qu'un apprenant n'est pas capable de détecter dans la prestation d'un modèle de haut niveau les points importants qu'il faut s'approprier pour progresser. Je pense que ça il faut absolument l'aider. Alors, pourquoi ne pas utiliser, filmer quelqu'un de haut niveau et constituer une grille par rapport à ça. Et c'est justement donc une des 4 modalités d'observation que propose l'application, c'est-à-dire donc je filme quelqu'un, peut-être donc d'un haut niveau, et je lui dis. Et la grille d'observation l'invite à observer les points particuliers qui sont le secret de sa réussite. Hein, comme je dis souvent à mes étudiants, Wilkinson, son secret, c'est pas ça. Hein, le secret de Wilkinson, c'est pas sa préparation. Son secret, c'est le moment où il a posé son pied à côté du ballon, sa mise en tension, c'est ça son secret. Donc j'ai peur que l'apprenant ne sait pas forcément faire la distinction entre ces... Voilà. Bon, là, j'ai pris un exemple un peu caricatural, mais disons que... Merci beaucoup pour ces questions, merci aussi pour les réponses, c'était très riche. Alors juste une question quand même, petite question pratique. Si je veux utiliser
je fais une vidéo demain, comment je fais? Je peux télécharger sur le site de l'université? J'attendais cette question. Donc, alors, actuellement, donc, le site est encore à l'état, l'application est encore à l'état expérimental. Si vous voulez l'utiliser, c'est gratuit. Il faut simplement qu'on conventionne. Et dans cette convention, ça veut dire que vous allez l'utiliser gratuitement, mais vos données, donc vous ne serez pas propriétaire de vos données. C'est tout.